Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Attentat suicide perpétré par 2 femmes au Nigeria. 22 personnes périssent dans une mosquée. Alors que la devise sud-africaine est au plus bas face au dollar, la Banque centrale annoncera aujourd'hui sa décision sur les taux d'intérêt. Confronté à la malnutrition, le Zimbabwe met en place un programme alimentaire ambitieux. Un nouveau poêle à charbon pourrait révolutionner le Kenya avant d'envahir l'Afrique subsaharienne. Et au Malawi, l'UNICEF a recours aux drones pour accélérer les procédures de dépistage du VIH. Et nous débutons cette édition au Nigeria. Au moins 22 personnes ont été tuées, 18 autres blessées lors d'une double attaque suicide contre une mosquée lors de la prière du soir. Des responsables ont confirmé que l'attentat avait été perpétré par 2 femmes kamikazes. L'incident s'est produit en périphérie de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, un endroit qui est fréquemment ciblé par des membres du groupe Boko Haram. La première kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de la mosquée, tandis que l'autre a attendu que les gens pris de panique sortent de l'édifice avant de déclencher ces explosifs. Cet attentat est le 2e du genre dans le nord-est du pays depuis le début février. Et on enchaîne directement avec les marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi. L'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendue des prix à la consommation aux États-Unis le mois dernier, susceptible de favoriser une future hausse de taux ayant pesé sur la tendance, tandis que la hausse des valeurs de l'énergie et de l'automobile limitait le repli. La bourse de New York a terminé mercredi en hausse, saluant les annonces de la Réserve fédérale qui a maintenu ses taux inchangés et dit prévoir désormais de les relever 2 fois d'ici à la fin de l'année. Maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a gagné 0,93%, l'indice Massi du Maroc a gagné 0,11% et l'indice Sétune de la Tunisie a fini avec une baisse de 0,01%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Direction l'Afrique du Sud, où le comité de politique monétaire de la Banque de réserve annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt ce jeudi. Lorsque le groupe s'est rencontré la dernière fois, l'impact de l'éviction du ministre des Finances pesait lourdement sur leur esprit. La monnaie était toujours près de son niveau le plus bas par rapport au dollar américain et la sécheresse avait commencé à affecter l'inflation des prix de la nourriture. La monnaie demeure faible, la sécheresse a affecté l'inflation des prix de la nourriture et Eskom a remporté l'augmentation des prix de l'électricité qui affecteront les prix administrés, ce qui nourrira directement la pression inflationniste. Par ailleurs, la Banque de réserve se garde bien de dévoiler ses intentions. Nous allons évaluer toutes les nouvelles données qui sont devenues disponibles depuis notre dernière réunion et l'information que nous avons reçue. Et sur la base de notre jugement collectif sur comment cela pourrait nous informer ou nous aider à décider si la position de la politique monétaire actuelle continue d'être appropriée. Vous devez considérer la valeur du rand relative au coût des marchandises dans le pays. En d'autres termes, vous devez gérer l'inflation. Et deuxièmement, en association à cela, vous devez considérer la valeur de la devise par rapport aux autres devises. Donc je pense que la position politique adéquate de la part de la Banque de réserve sud-africaine est de défendre la monnaie.
on the part of the South African Reserve Bank is to defend the currency. Et cependant, la Banque de réserve maintient que son attention se porte sur l'inflation et que la faiblesse de la monnaie n'entre pas en considération lorsqu'ils prennent leurs décisions. En gros, le rand a flotté entre 15 et 16 rands le dollar, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un facteur supplémentaire pour le comité de politique monétaire. Je pense cependant que ce qui va les préoccuper est le fait que la monnaie ne montre pas encore des signes de renforcement et qu'elle est toujours incroyablement faible par rapport au dollar. L'agence de notation Moody's est en ce moment en Afrique du Sud, procédant à un audit des conditions économiques du pays. Elle discute avec les responsables du Trésor et le ministre des Finances, ainsi que d'autres acteurs. Mais le comité de politique monétaire peut-il envoyer quelque sorte de signal aux agences? La Banque de réserve fait partie du processus global, mais je pense qu'à cette phase, il y a peu qu'elle puisse faire pour d'une part apaiser les agences de notation et d'autre part permettre à l'Afrique du Sud d'éviter un déclassement. Étant donné le mandat clairement univoque du comité de politique monétaire et de la Banque de réserve sud-africaine de prendre soin de la monnaie, je pense qu'ils doivent relever le taux. J'estimerais une hausse de 25 points de base. L'inflation est en hausse et elle atteindra probablement 7% cette année, c'est ce qu'on suggère. Et si c'est le cas, le comité de politique monétaire aura à prendre des décisions difficiles. Et toujours en Afrique du Sud, où un climat plus frais et moins sec paraît un lointain rêve, et le pays continue de faire face à ses pires sécheresses en 75 ans. Le Cap occidental a déjà mis en place des restrictions de niveau 2 au début de cette année, afin d'atténuer les effets de cette sécheresse. La région est confrontée à des pénuries après que les niveaux des barrages ont baissé sous les 25%. Reportage. Les barrages au Cap occidental sont en voie d'assèchement et certains ne disposent même pas de suffisamment d'eau pour être pompés par les résidents, laissant de nombreuses personnes inquiètes d'une crise qui menace. L'industrie agricole a déjà souffert de près d'1 milliard de dollars de pertes en raison de la sécheresse et aucune précipitation n'est attendue dans un proche avenir alors que les niveaux des barrages perdent 2% par jour. Le barrage de Tiwatakloof gère 50% des approvisionnements en eau du Cap et certains experts estiment que sa position géographique en hauteur dans les montagnes le rend particulièrement vulnérable à la sécheresse. Par-dessus tout, nous devons absolument surveiller ce barrage. Et s'il s'assèche, en atteignant 20 à 25% de sa capacité de base, soit un minimum absolu, alors il faudra s'en alarmer. Il deviendra très difficile d'utiliser l'eau, de la pomper, car le lieu se remplira également de sédiments et de vases, ce qui ajoutera davantage de pression sur le traitement de l'eau. Les petites villes aux abords du Cap occidental sont confrontées à un avenir incertain si ces conditions climatiques persistent et certains disent qu'il ne resterait que quelques semaines d'eau potable. D'autres tentent d'être proactifs en éduquant leurs résidents sur la conservation de l'eau, de même que l'introduction volontaire de certaines restrictions. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, au sein du Conseil, avons également indiqué que nous allons sensibiliser notre peuple à une utilisation raisonnable de l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait une restriction sur l'usage de l'eau, mais nous ne l'avons pas officiellement qualifié de restriction, mais nous souhaitons qu'il en soit ainsi, car nous savons qu'El Niño va nous affecter, nous tous. Les restrictions de la ville sont actuellement au niveau 2, mais devraient passer au niveau 3 afin d'éviter un désastre potentiel. Nous vivons dans un pays en manque d'eau, et il s'agit là d'une ressource rare, et c'est juste trop atroce d'évoquer la possibilité qu'au Cap occidental, et aussi la ville du Cap, avec sa large population, puisse manquer d'eau. Je ne sais pas si les personnes voient les implications de cela, car nous avons l'habitude d'utiliser l'eau courante, et il y a de l'eau. Mais le jour où il n'y aura plus d'eau, les gens réaliseront combien l'eau est importante. Pour le moment, l'eau est en train d'être pompée vers les petites villes, mais compte tenu de l'impact de la sécheresse sur l'ensemble du pays, seul le temps permettra peut-être d'apporter des solutions. Et alors que le seuil a été atteint en certains lieux, la question doit bien sûr être posée quant à savoir combien d'eau pourra encore être préservée. Et il faudra y répondre au cours des prochaines semaines alors que les restrictions vont s'intensifier. Et le gouvernement sud-africain poursuit ses méthodes d'intervention pour pallier les effets de la sécheresse. Le vice-ministre de l'Agriculture et de la Pêche s'est rendu dans un certain nombre de communautés à Pretoria et a rencontré des habitants affectés. La visite visait à établir la mesure des pertes de culture et d'élevage et à apporter de l'aide à tous les paysans touchés. Les officiels se salissent les mains dans un effort pour comprendre comment le gouvernement peut aider les paysans. Les secours liés à la sécheresse sont déployés dans un certain nombre de provinces du pays.
L'objectif est de fournir une assistance durable aux communautés atteintes par la sécheresse. Les paysans se débattent et le bétail souffre. Les petits fermiers sont les plus durement touchés. La nourriture devient plus chère à présent parce qu'il n'y a pas d'eau pour irriguer le maïs, donc nous devons importer le maïs qui est ici. Donc cela rend la production plus coûteuse. Nous étions supposés commencer les récoltes, mais aucune récolte n'a lieu. On en est à ce point, même si c'est mieux. On nous a dit que nous devions acheter 6 millions de tonnes de maïs, c'est beaucoup. Mais cela a été revu à la baisse à 3,8 millions de tonnes, ce qui est toujours beaucoup, afin de pouvoir nourrir les Sud-Africains. Donc même lorsque la pluie reviendra, il sera difficile de revenir au même standard, au même prix de la nourriture. Le vice-ministre en a appelé à toutes les communautés agricoles pour travailler ensemble dans l'unité, pour survivre à ces conditions sèches et chaudes. Il en a aussi appelé aux Sud-Africains pour faire partie de la solution. Cela pourrait durer longtemps, donc nous devrons introduire de nouvelles méthodes, par exemple la récolte d'eau. Chaque maison aura une citerne d'eau, récupérera, économisera l'eau. 23 millions de rand ont été mis à disposition par les gouvernements provinciaux pour aider les paysans. La plupart d'entre eux apprécient que les officiels visitent leur exploitation afin de se confronter directement aux problèmes. Cela fait du bien de voir des gens si importants visiter nos projets parce que c'est une plateforme grâce à laquelle vous serez en mesure de leur expliquer vos problèmes. Le gouvernement a mis de côté un paquet d'un peu moins d'1 milliard de rand pour aider les paysans qui sont affectés par la sécheresse dans plusieurs provinces. Le Zimbabwe va commencer le rationnement des enfants à un repas par jour, alors que la sécheresse causée par El Niño continue de faire des siennes. Il s'agit de la pire pénurie alimentaire du pays en plus de 15 ans. 2 saisons consécutives aux faibles précipitations, l'actuelle étant la pire en près de 3 décennies. Conséquence, des récoltes de maïs détruites, des troupeaux décimés et près de 33 000 enfants victimes de malnutrition. Le gouvernement a annoncé un programme de nutrition de 200 millions de dollars à compter de mai pour les enfants des écoles primaires dans les régions les plus vulnérables où l'impact a été déjà dévastateur selon les agences d'aide. Nous voyons un fort absentéisme dans les écoles, un faible niveau de participation dans les classes et on enregistre également un niveau élevé de transfert d'enfants des zones rurales vers les zones urbaines. Selon le ministère de la Protection sociale, en octobre de l'année dernière, 3 000 enfants avaient déjà quitté l'école dans la région fortement frappée du nord du pays. Un nombre qui pourrait être bien plus élevé maintenant. Et le gouvernement a indiqué que la priorité sera accordée aux 2 premières années d'école. Le plan d'aide alimentaire complémentaire ajoutera une pression supplémentaire sur des ressources déjà manquantes en raison de la sécheresse. En janvier, le gouvernement a lancé un appel aux dons d'1,6 milliard de dollars pour nourrir 3 millions de personnes. Le nombre de personnes dans le besoin est désormais passé à 4 millions alors que les réserves gouvernementales de céréales sont au plus bas avec seulement 3 mois d'approvisionnement. Et par ailleurs, les Zimbabwéens ont un besoin critique d'approvisionnement en eau potable. L'effort du gouvernement est noble, mais il doit être soutenu par un programme durable et de participation autorisant, par exemple, les communautés à établir de petits jardins, des jardins diététiques. Et vous voyez, avec les ressources en eau qui s'assèchent, il s'agit là d'un élément essentiel qui doit être pris en compte. Plus d'un tiers des puits dans la région nord de Matabeleland sont asséchés. Des rapports indiquent également que nombre de sites de réservoirs d'eau dans le pays se trouvent à des niveaux dangereusement bas. Selon l'UNICEF, 35% des foyers du pays ont des approvisionnements inadéquats en eau propre. Cette pénurie a provoqué des craintes d'épidémies de maladies d'origine hydrique. Le Fonds des Nations Unies a déclaré avoir besoin de 21 millions de dollars pour répondre aux besoins des enfants. La première conférence de Khartoum sur l'environnement s'est tenue dans la capitale du Soudan sous le thème « Vers une capitale verte et un développement durable ». Une quarantaine de délégations venues de différents pays, organisations internationales et régionales ont participé à ce sommet. Le Soudan lutte contre les effets du changement climatique. L'un des problèmes les plus sérieux est l'avancée du désert. Au cours de cette conférence sur l'environnement, qui s'est tenue dans la capitale soudanaise Khartoum, les délégués ont discuté des moyens de réduire ce phénomène. L'un des plans mis en avant pour lutter contre cette situation est de planter une ceinture d'arbres autour de la ville.
La ceinture d'arbres autour de l'État de Khartoum fera 285 km de circonférence et deviendra une partie de la grande enceinte verte de l'Afrique. Elle réalisera les importants objectifs que sont la protection des ressources naturelles, le développement durable des communautés locales et la création de différentes opportunités de travail associées à ce projet de ceinture d'arbres. Au cours de la conférence, le Soudan a appelé à une réponse collective pour lutter contre l'impact du changement climatique et a exhorté les pays développés à respecter leurs promesses pour aider les pays les moins développés à lutter contre le changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 28% des émissions. Nous savons que c'est une responsabilité commune, mais les rôles sont différents. Nous devrions aussi combattre le réchauffement de la planète, mais cela nécessite des fonds et des technologies pour la majorité des États du Soudan. Des sessions ont également été organisées au cours du sommet, dans lesquelles les pays ont partagé leurs expériences dans la gestion des problèmes environnementaux, tels que la gestion des déchets. La Chine a réussi dans le domaine du recyclage des déchets. C'est une priorité pour les investissements qui génèrent de l'électricité à partir des déchets et l'établissement d'un système visant à réduire les déchets industriels, les déchets solides et ceux provenant de l'agriculture. Nous accueillons ainsi les investissements chinois. Une quarantaine de délégués en provenance de plusieurs pays et régions ont participé à cette conférence. La majorité d'entre eux sont venus de pays au-delà du continent africain, tels que la Chine, le Brésil et la France. Les pays ont partagé leur expérience dans la gestion des problèmes liés au changement climatique. L'Égypte a été l'hôte de nombreux meetings ayant pour invité des experts africains afin de mettre un terme aux problèmes d'énergie et d'électricité sur le continent, ce qui fait suite aux recommandations du Forum commercial Afrique 2016 à Sharm el-Sheikh le mois dernier. Des experts venus d'Afrique se sont rendus au Caire afin de partager leur vision sur la façon de développer le secteur de l'électricité sur le continent. Plus de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, ce qui signifie que la couverture n'est pas suffisante, surtout en Afrique subsaharienne. L'électrification rurale est un peu lente, mais les ressources sont là. 93% de l'énergie renouvelable africaine n'est pas utilisée, mais ni branchée. L'élargissement du champ du partage de l'électricité est l'une des formes de connexion des ressources disponibles. Nous introduisons un réseau intelligent dans le cadre de la première phase afin de connecter l'ensemble de l'Afrique, afin qu'au cours du pic de consommation, les pays possédant un surplus d'électricité puissent partager avec les autres. L'Égypte, par exemple, partagera avec le Soudan et l'Éthiopie. L'Égypte produit en moyenne 34 gigawatts, tandis que les autres produisent seulement 2 ou 3 gigas, et ce sont des pays très peuplés. Mais afin de mettre en plus un projet durable, les pays ne partagent pas seulement de l'électricité, mais également leur expérience et savoir-faire. En décembre dernier, nous avions 3 groupes de travail, d'abord au Caire, dans le domaine de l'énergie solaire, puis de l'énergie éolienne au Suez, et enfin de l'énergie solaire à Beni Suef. L'Égypte dispose d'importantes capacités et technologies. Nous essayons de lier l'Égypte avec le reste de l'Afrique afin que les pays puissent bénéficier des capacités égyptiennes et recevoir une formation et une technologie qui n'est pas encore accessible dans de nombreux pays africains. Les gouvernements prévoient également de mettre en place de nouvelles mesures afin d'encourager les étrangers et le secteur privé à investir de façon encore plus importante dans les projets électriques du continent. Les experts indiquent que l'Afrique a suffisamment de ressources pour l'énergie éolienne, l'énergie solaire ainsi que l'hydroélectricité pour alimenter l'ensemble du continent et plus encore, à condition que ces ressources soient connectées. Une entreprise américaine a fait savoir qu'elle a développé un poêle moderne à charbon baptisé Jikokwah. L'entreprise Burn a déjà implanté une unité de fabrication dans les environs de Nairobi. Chris Akin, le vice-président, déclare que cet équipement présente plusieurs avantages comparés aux produits concurrents. Mère de 2 enfants, Mercy Mboun prépare le déjeuner. Elle utilise un poêle révolutionnaire connu ici au Kenya sous le diminutif de Jiko. Lorsque vous l'allumez, il monte très rapidement en température. Il n'a besoin que de peu de charbon. Il ne dégage pas de fumée.
C'est ici, dans ces installations, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Nairobi, que les poêles sont fabriquées. L'atelier donne du travail à une centaine de personnes. La moitié d'entre elles sont des femmes. Chaque semaine, plusieurs milliers de poêles sont fabriqués ici. Nous produisons 1 gigot par minute, soit 14 000 par mois. Pour Chris Akin, le vice-président, le gigot marque une amélioration comparée aux autres poêles disponibles sur le marché. Montrer aux gens que c'est comme ça que ça fonctionne, quels sont les avantages. Les enfants resteront plus longtemps à l'école. Il y aura moins de problèmes respiratoires. On économise annuellement 18 000 shillings, environ 180 $, simplement en utilisant moins de charbon. Conçu aux États-Unis, le poêle est fabriqué localement au Kenya. Un des plus grands investisseurs est Acumen. Cette ONG américaine met l'accent sur l'économie sociale. La plupart des matériaux utilisés par l'entreprise Burn viennent de Chine, le reste étant acheté localement. Leur modèle commercial est simple. Faites-lui faire ses preuves, allumez un poêle, allez sur place dans les marchés, les supermarchés, là où sont vendus les gigots. Montrez aux gens comment ça fonctionne. Jusqu'à présent, ce système a été couronné de succès en Ouganda. Plus de 140 000 poêles ont été expédiés à ce jour, permettant aux familles d'économiser des millions et d'aider à préserver l'environnement. La direction se montre confiante. Elle estime que la même réussite peut être reproduite au Kenya avant le déploiement du produit en Afrique subsaharienne. Le gouvernement du Malawi et l'Agence des Nations Unies pour les enfants, l'UNICEF, ont mis en circulation des drones en Afrique rurale. Encore à l'essai, ces appareils sont susceptibles de réduire le temps d'attente nécessaire au diagnostic du VIH chez les nourrissons. Au Malawi, des drones viennent de s'engager dans la lutte contre le VIH. Ce drone est utilisé pour transporter des échantillons prélevés dans des cliniques isolées vers des laboratoires spécialisés dans le dépistage du virus. Jusqu'à présent, le transport des prélèvements assurés par moto durait près de 11 jours jusqu'au laboratoire spécialisé. Ce délai constitue une attente douloureuse pour les mères des enfants dépistés. C'est une expérience très douloureuse pour moi parce qu'actuellement, je ne sais pas si mon enfant a été contaminé par ma maladie ou s'il va bien et l'attente est longue. J'espère que les résultats seront négatifs et qu'il aura un avenir. Il n'y a pas besoin de pilote. Tout ce qu'il faut, c'est un employé avec un mot de passe et un signal GPS sur son téléphone portable. Une fois que les prélèvements sont à l'intérieur, il suffit d'entrer les coordonnées géographiques et le drone décolle. Cet essai est sponsorisé par l'UNICEF et le gouvernement malawi. Au Malawi, le taux de prévalence du VIH est de 10%, soit l'un des plus hauts au monde. Chaque année, environ 10 000 enfants meurent du virus. Cette technologie pourrait faire baisser ce nombre en accélérant la prise en charge des enfants atteints. Il y a de nombreux délais d'attente dans la prise en charge des enfants séropositifs. Ils doivent être testés très tôt, idéalement avant leurs 2 mois, lorsqu'ils ont entre 6 et 8 semaines. Ensuite, leurs prélèvements sanguins doivent être acheminés du centre médical jusqu'à l'un des 8 laboratoires spécialisés du pays. Les mères attendent jusqu'à 2 mois ces résultats et cela représente une période très longue dans la vie d'un enfant séropositif. L'Agence des Nations Unies finance l'acheminement des prélèvements sanguins au Malawi à hauteur de 1,5 million de dollars par an. Mais si cet essai s'avère fructueux, l'emploi des drones pourrait révolutionner le traitement de la maladie. Cela représenterait une avancée majeure dans la résolution des problèmes de coûts et de transport. Nous faisons face à des délais d'attente extrêmes du fait de la mauvaise qualité des routes, du prix élevé de l'essence et du manque de véhicules. Ces drones ne sont pas chers et sont très efficaces. Cette technologie peut changer la donne, non seulement au Malawi, mais également dans le reste de l'Afrique. Nous aimerions que cette technique soit employée dans d'autres pays afin d'améliorer la qualité des services de santé. Cet essai en est toujours à un stade précoce, mais se montre d'ores et déjà efficace. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la livraison médicale en Afrique rurale, et si ce projet obtient le soutien des gouvernements africains, il pourrait sauver de nombreuses vies à travers tout le continent. En Tanzanie, les enseignants sont autorisés à prendre le bus de et vers l'école gratuitement en vue de rendre service aux écoles. Un programme est mis à l'essai dans la capitale commerciale de Dar el Salaam. Les enseignants se sont vus remettre des cartes de gratuité pour les bus du pays.
L'humble Daladada a rarement été considéré comme un véhicule de changement. Mais en Tanzanie, cela sert à l'éducation. Et ce parce que les enseignants ont droit à des trajets gratuits pour aller travailler et permettre aux écoles qui luttent de ramener davantage de personnel. Un exemple avec Moussa, qui a besoin d'1 heure pour se rendre à l'école. C'est bien pour moi, car cela m'aide à arriver à l'école à temps. Le Daladada est un mode de transport populaire pour des milliers de professeurs et cette politique pourrait leur faire économiser 10 $ par mois. L'espoir est que cela donne un élan aux instituteurs, mais aussi aux enfants. Et cela vise à aider les écoles de la capitale commerciale de Dar es Salaam, qui ont besoin du plus d'enseignants possible. Mais les conducteurs de bus perdent de l'argent et cela a causé certains problèmes aux enseignants. Chaque fois, professeur, êtes-vous professeur? Donnez-moi de l'argent. Nous disons non, non, non. Nous voulons la gratuité. Ils n'ont pas une connaissance suffisante sur ce programme. Les autorités ont déclaré qu'elles pensaient à développer le programme dans la totalité de la ville. Durant des années, des étudiants ont voyagé gratuitement en bus, mais désormais, les enseignants pourraient également se presser dans les bus pour bénéficier d'un transport gratuit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'aventure continue dans 1h30. Excellente suite de programme.